Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. J'en profite au passage pour saluer les internautes qui nous suivent en direct sur le site internet du Point et sur les autres sites partenaires de Futurapolis. Et puis je signale aussi qu'il aura avec lui l'un des plus grands cuisiniers du monde. De la planète et autour de la planète. La séquence Élysée 2012 avec Nathalie Kosciusko-Morizet est donc terminée. La prochaine aura lieu à 19h30 avec François Bayrou. En attendant, place à une nouvelle table ronde sur la nutrition. Histoire de vous mettre en appétit, elle s'intitule « Nutrition, les défis de demain ». Avant de nous présenter nos invités, 3 chiffres clés. Nous étions 3 milliards d'habitants sur la planète en 1960. Depuis fin 2011, nous sommes plus de 7 milliards et d'après les projections de la FAO, nous serons 10 milliards en 2050. Vous l'avez compris, l'enjeu est clair, faire manger 10 milliards d'humains sur la planète. Alors comme Futurapolis, c'est parler concret, nous tâcherons de parler également d'innovation. Comment nourrir ces hommes et ces femmes? Que mangeons-nous aujourd'hui? Que mangerons-nous demain? Comment les artisans tentent de gagner la bataille des bons produits? Quelles solutions pour réduire les gaz à effet de serre? Autant de questions auxquelles vont tenter de répondre nos invités. Pour en parler avec nous, Marion Guilloux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes patronne de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Vous êtes diplômée de Polytechnique. Vous êtes également docteur en sciences des aliments. Et vous avez récemment écrit 9 milliards d'hommes à nourrir, publié en 2011. À vos côtés, Christian Rémézy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ex-directeur de recherche à l'INRA. Vous êtes également nutritionniste et vous êtes connu pour avoir exploré le rôle protecteur des produits végétaux sur la santé. Vous avez dernièrement écrit « L'alimentation durable pour la santé de l'homme et de la planète » en 2010. Avec nous aussi, Claude Fischler. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Vous êtes également directeur du Centre Edgar Morin à l'École des hautes études en sciences sociales. Sociologue, vous avez l'habitude de scruter notre rapport à l'alimentation et vous êtes également spécialiste des crises alimentaires. En témoigne cet ouvrage « Manger, français, européens et américains face à l'alimentation ». Enfin, avec nous, Guy Savoie, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, vous êtes chef 3 étoiles au guide Michelin à Paris. 43 ans de fourneau, en comptant les 2 services par jour, on pourrait même dire 86. Et les chefs vous considèrent comme la toque la plus gourmande et la plus secrète de la planète. À voir votre sourire aujourd'hui, j'imagine que vous êtes heureux ici, vous le passionné du rugby, d'être dans la ville de l'Ovalie à Toulouse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ma présence ici n'est pas étrangère à ma passion avec le rugby. Pour débuter ce débat, j'aimerais commencer avec vous, Marion Guilloux. On l'a vu, il y aura 10 milliards d'habitants sur la planète en 2050. Évidemment, ça représente 50% de plus qu'actuellement. Comment allons-nous pouvoir répondre à cette demande? D'abord, il faut se souvenir que la croissance démographique a été extrêmement rapide ces dernières années. 3 milliards en 1960, 6 milliards en 2000, 7 milliards, a-t-on dit, fin 2011. Il faut être modeste parce que c'est à 140 millions près. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur la population exacte. Et effectivement, des projections qui, même si la croissance a ralenti, sont à 10 milliards en 2050. Aujourd'hui, en théorie, il y a les 3000 kilocalories nécessaires par personne et par jour sur la planète. En pratique, il y a des gens qui ont faim et des gens qui mangent trop. Désormais, plus de gens surnourris que de gens sous-nourris. Donc aujourd'hui, le défi, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est la lutte contre les inégalités, et c'est l'investissement en agriculture, parce qu'en général, ce sont les paysans qui crèvent de faim dans des zones rurales. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est la répartition et l'investissement en agriculture. La diminution des pertes et gaspillages. Entre 30 et 50% de ce qui est produit est perdu ou gaspillé, soit par des parasites au champ, par mauvaise conservation, et puis sur toute la chaîne, ça dépend du pays dans lequel on vit. Alors après, les défis pour demain sont différents. C'est-à-dire, les défis pour demain, c'est effectivement d'augmenter, alors la FAO dit 70%, mais ça dépendra de ce qu'on mangera, d'augmenter la quantité produite et surtout de savoir ce que nous mangerons. Si nous mangeons 3000 kilocalories par personne, dont 500 par exemple d'origine animale, de fait, on a besoin d'une augmentation de 30%. Si on prolonge les tendances des pays occidentaux, on aura besoin de plus que doubler. Donc ce dont on aura besoin demain, ça dépend avant tout
ou du moins un des grands paramètres, c'est le régime alimentaire que les habitants de la planète auront, ou les régimes alimentaires que les habitants de la planète auront. Donc, de l'innovation en agriculture, pour respecter les ressources naturelles, pour avoir une agriculture durable, des échanges, parce que le changement climatique va de temps en temps provoquer des accidents de production dans telle ou telle zone. Donc les échanges, c'est une manière d'assurer mieux la sécurité alimentaire mondiale. Bien sûr, des investissements particulièrement dans certaines zones, une attention à l'eau, à la terre, et de fait, encore une fois, attention aux régimes alimentaires et à la réduction des pertes et gaspillages. Et avec tout ça, dans notre livre, nous avons pris résolument le pari de dire oui, on le peut, oui, on pourra nourrir les 10 milliards d'habitants, sous réserve qu'on agisse dès maintenant, comme je vous le disais, et pour demain. Est-ce que, par exemple, les OGM sont des outils au service de l'humanité ? Alors, tout de suite, c'est la question OGM qui est difficile dans nos pays. Il faut savoir que quand on parle d'OGM, chez nous, c'est un sujet presque tabou. Hein, c'est devenu le totem du symbole de la société. Dans des tas de pays du monde, c'est une question qui est abordée en fonction des besoins. Alors, les OGM, il faut bien dire qu'il y a plusieurs OGM. C'est vraiment au cas par cas. Les OGM, c'est une technique d'obtention d'une plante, hein, puisqu'en général, quand on parle OGM, on parle plante génétiquement modifiée, on parle moins vaccin ou on parle moins... vous le savez, l'hormone de croissance est produite selon ces types de techniques. Mais quand on parle OGM en France, on parle des plantes. Pour nous, organismes publics de recherche, puisqu'ici, je suis responsable d'un organisme de recherche agronomique, nous considérons qu'il faut rester compétent. Il faut rester compétent parce que c'est une technique qui, de fait, permet de gagner du temps dans la sélection. La sélection, vous n'en avez peut-être pas idée, mais pour sélectionner un blé nouveau, par exemple résistant à la sécheresse ou absorbant mieux l'azote, c'est au minimum une dizaine d'années. Donc quand on parle d'adaptation à des phénomènes nouveaux, soit des parasites, soit des conditions climatiques, soit des besoins de production, on parle de temps long. Et donc on peut avoir besoin un jour d'utiliser des techniques rapides de sélection qui sont par le génie génétique. Donc pour nous, organismes de recherche publique, ça nous paraît très important de rester compétents, de savoir ce que c'est qu'un OGM, de pouvoir participer à l'expertise publique hein, quand un OGM demande à rentrer, à être commercialisé en Europe, et le cas échéant d'être apte à appuyer une innovation le jour où on en aura besoin sur ce qu'on appelle des objectifs bien publics, c'est-à-dire pas la résistance à un herbicide, pas le couple OGM et herbicide, mais un OGM résistant à la sécheresse, un OGM plus efficace pour l'absorption de l'azote, un OGM qui produit telle ou telle substance nutritive utile, comme ça avait été à un moment imaginé pour la vitamine A qui manque dans certains pays. Donc pour nous, il faut rester apte, il faut laisser la porte ouverte, et puis sinon, ce n'est pas nous qui déciderons s'il y en aura sur le marché, ça c'est au consommateur de voir s'il en aura envie. Mais laissons la porte ouverte à la possibilité d'eux. Christian Rémézy, justement, est-ce qu'il faut laisser la porte ouverte aux OGM ? Oui, en tant que scientifique, je ne peux pas dire qu'il faut complètement fermer la porte. Je pense quand même que c'était un peu dans les gènes de l'INRA de travailler sur les OGM et qu'il nous aurait fallu un institut génétiquement modifié pour avoir une vision un peu différente. Bien, on comprend que la société ne soit pas tellement convaincue par l'utilisation des OGM, vu que jusqu'ici, ce sont surtout des OGM destinés à des monocultures industrielles, donc de soja, de coton, de maïs. Bon, je ne vois pas le bénéfice que pourrait avoir la population de ce type de produits. Pendant qu'on parle d'OGM, on n'est pas conscient réellement de la réalité du problème. Et moi, c'est le message que je veux faire passer. On a, en 50, 60 ans, on a industrialisé l'alimentation et on a construit un système alimentaire qui est peu durable. Il est si peu durable que bientôt, il n'y aura plus de paysans. L'industrie, malgré tout, même si elle s'améliore, nous délivre une nourriture qui a provoqué une épidémie mondiale d'obésité. L'agriculture est consommatrice d'énergie, participe aux gaz à effet de serre. Donc, il faudrait que le public soit aussi sensible à la question alimentaire qu'à la question écologique. Or, il y a un retard de prise de conscience. Tout à l'heure, la ministre parlait de Grenelle. Que je sache, nous n'avons pas eu encore un Grenelle de l'alimentation durable.
Et je sais très bien, je vois bien que les politiques n'en parlent jamais. Ils vont s'étriper sur beaucoup de sujets, sur les équilibres financiers, mais ils ne vont pas réellement aborder cette question de l'alimentation durable. Et je regrette qu'on ne rentre dans cette prise de conscience que des sujets trop réducteurs, l'agriculture biologique, les OGM, les pesticides et fruits et légumes. Donc, à travers cette vision si limitée, on ne peut pas repenser un système. Or, il faudrait repenser le système. À vous entendre, on a l'impression presque que la bataille est déjà perdue pour nourrir 10 milliards d'humains. Ah non, je ne pense pas que la bataille est perdue. Je pense simplement qu'il faut comprendre qu'après l'ère qu'on a vécue, il faut qu'on entre dans une nouvelle ère alimentaire qui sera beaucoup plus, raisonnée, réfléchie, que ce soit en matière d'écologie, en matière de nutrition et en matière sociale. Parce que moi, je n'accepte pas la disparition programmée, par exemple, des paysans en France. Parce que je ne vois pas, au rythme où ça va, combien d'agriculteurs il va rester. Claude Fischler, justement, on le voit, on a un exemple dans le livre, par exemple, d'Esther Duflo, où elle parle en Chine, quand les gens ont $1 pour manger, ils mangent la moitié de riz, c'est dans un village, et l'autre moitié, ils mangent des crevettes. Et lorsqu'on leur donne $1 de plus, plutôt que de partager encore entre le riz et les crevettes, ils reprennent encore $1 de crevettes. Comment vous l'expliquez, vous qui êtes sociologue ? Vous savez, c'est pas, jusqu'à présent, ce n'était pas un sujet pour les sociologues. D'ailleurs, je crois que les nutritionnistes et les économistes ont beaucoup traité de cette question-là. Ça s'appelle, en gros, la transition nutritionnelle. Enfin, il y a un grand économiste, je crois, qui a été à l'INRA, Michel Seped, non, qui a commencé dans les années 50 à identifier des grandes tendances comme ça mondiales dans la consommation, au fur et à mesure que la prospérité s'élève, que le niveau de vie s'élève. Comment évolue la distribution des nutriments dans l'alimentation. Alors, ils ont vu après plusieurs générations, disons, de chercheurs, ont montré que quand on regarde les grands agrégats statistiques, les grandes données de consommation, il semble y avoir un phénomène constant, c'est-à-dire qu'on commence par consommer de moins en moins des produits traditionnels de base, les féculents, etc., qui servaient d'aliments de base dans le temps. On consomme de plus en plus de produits animaux, laitiers, de la viande, etc. Et en se basant là-dessus, ils ont justement énoncé ce principe, ce diagnostic de la transition nutritionnelle vers un état où la santé semblait s'aggraver parce qu'un excès de graisses saturées, etc. Mais alors, quand on regarde, alors là c'est plutôt les sociologues qui font ça maintenant, quand on regarde au niveau non plus des grands agrégats planétaires, en plus les chiffres sur lesquels ils s'appuient, on ne va pas vous embêter avec ça, mais ce n'est pas des données de consommation, en réalité c'est des données de production corrigées plus ou moins au pifomètre, et on dit quelquefois des données de consommation apparente. Je crois que c'est assez vrai, donc il faut relativiser tout ça. Quand on regarde vraiment dans le détail, on s'aperçoit de quoi ? Il y a des différences gigantesques. Alors il y a d'abord des différences entre les pays. Par exemple, si vous prenez la transition nutritionnelle en Chine et en Inde, vous voyez que la part de consommation animale qui augmente en Chine, c'est conforme au modèle, la malnutrition diminue, la consommation de viande augmente, et l'industrialisation démarre de l'agroalimentaire, et comme l'industrialisation agroalimentaire démarre, il y a le problème de la sécurité alimentaire, mais de la sécurité sanitaire qui commence à se poser. Il commence à avoir des problèmes avec le lait, le lait pour les enfants, etc. En Inde, quelle forme ça prend ? Là, par contre, la viande, non, parce que pour des raisons culturelles qu'on connaît en gros, mais alors par contre, les produits laitiers, là, oui, explosion. Donc on voit qu'il y a des différences culturelles. Et ensuite, à l'intérieur des pays, il y a des différences sociales, parce que si vous regardez comment se nourrissent les pauvres et les riches dans l'Occident, qui est soi-disant surnourri, mal nourri, etc., ce n'est pas les riches qui ont des problèmes d'obésité, des problèmes de santé, etc. C'est le contraire. Donc en fait, ceux qui mangent trop ou qui mangent mal, c'est les pauvres. L'obésité est partout un phénomène, dans tous les pays développés en tout cas, c'est un phénomène qui frappe avant tout les couches défavorisées. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est bien de regarder à l'échelon planétaire, de faire des grands comptes et de se dire, bon voilà, il faut que les grandes masses soient conformes aux impératifs nutritionnels. Et c'est bien de regarder comment on peut faire pour augmenter, améliorer la production. Mais quand on en vient à se dire, est-ce que c'est bien que le paysan chinois qui accède à un revenu, ou le citadin chinois qui accède à un nouveau revenu,
mange des crevettes plutôt que du riz, ou qu'il abandonne le riz pour, je ne sais pas, le blé ou le pain à une consommation occidentale. Il faut quand même se demander si on a le droit et à quel titre on peut leur suggérer de prendre la bonne alimentation. Donc il faut essayer de comprendre quelles sont les motivations, quels sont les mécanismes, non seulement de la production, mais aussi de la consommation. Et ça, on commence à regarder un petit peu, on commence à connaître, mais pas très bien. Et en plus, on n'a pas beaucoup rapproché les données sur la consommation, sur les mangeurs, des données sur la production, etc. Et on arrive à des paradoxes. Par exemple, ce que dit Marion Guillot à l'instant, qui m'a beaucoup frappé, parce que c'est dans les campagnes au sud qu'on meurt de faim. Mais les émeutes de la faim qu'on a eues il y a quelques temps, c'était dans les villes. Donc comment est-ce qu'on réconcilie, comment est-ce qu'on arrive à comprendre ces paradoxes-là? Je crois que c'est ça qui est urgent. Il faut qu'on comprenne ces mécanismes et qu'on relie les savoirs. Guy Savoy, est-ce que vous pensez que pour nourrir la planète, il faut passer par l'industrialisation? Bien évidemment qu'il faut passer par l'industrialisation, mais je crois qu'il faut que, parallèlement, on préserve ceux que j'appelle, moi, qui sont mes partenaires, mes fournisseurs, tous ceux que j'appelle les artisans de la terre et de la mer, c'est-à-dire tout ce tissu de petits producteurs, je dis bien petits parce que c'est en principe des toutes petites exploitations, ces petits pêcheurs, ces petits éleveurs, tous ceux qui sont directement issus de notre culture, c'est-à-dire qui travaillent dans leur exploitation, quelle qu'elle soit, que ce soit au bord de la mer, que ce soit à la campagne ou à la montagne, qui travaillent au même rythme que les générations précédentes, que leurs grands-parents, qui adoptent le même principe. Alors ils ne sont pas ni touchés par toutes ces belles appellations modernes, le bio et tout ça. Ils continuent de travailler de manière, je dirais tout simplement authentique. Ce sont des gens qui font mon éleveur de volailles de Bresse. Ils continuent à élever ces volailles comme le faisaient ses grands-parents, avec un exemple tout simple. Pour les volailles fines de fin d'année, c'est une pâtée qui est délicieuse puisque je l'ai goûtée. C'est un mélange de lait caillé et de farine de maïs. Et afin que cette pâtée ne s'altère pas, il en met pas une fois par jour une grosse quantité, il en met 4 fois par jour, 4 petites quantités, pour que le caillé reste à l'état frais et pour que la chair ne soit pas abîmée. Alors, moi, tant qu'existent tous ces artisans, et je partage pas forcément le pessimisme, parce que j'ai plutôt l'impression qu'ils sont en train ils sont en train de s'étendre, je trouve, mais en tout cas dans votre région ici, vous le voyez bien, si vous allez sur les marchés, vous apercevez bien que vous avez toujours une multitude de petits producteurs qui existent, qui viennent vendre leurs produits, qui sont des produits de qualité, sous aucune vraiment appellation, sauf que c'est de leur propre exploitation. Dans la région parisienne, on s'aperçoit maintenant, on a toute une nouvelle génération de maraîchers qui remet en place des légumes dits oubliés. Je ne sais pas pourquoi on dit oubliés, parce qu'ils ont toujours existé, mais seulement, bon, ils ont peut-être été un peu oubliés par les consommateurs. Donc on continue à avoir tout ce genre de produits. Et je pense que tous ces produits sont un garde-fou, quoi. Je crois que c'est de plus en plus, on s'aperçoit que les industriels ont envie de ressembler à ces produits. Quand je vois une publicité à la télévision qui montre des poulets en liberté, on s'aperçoit bien que ces gens qui produisent des poulets rêvent que d'une chose, c'est qu'on les compare aux poulets de Bresse, je crois. Et la France, pour ça, reste un pays fort, reste un pays socle, reste un pays exemple. Je vois par exemple aux États-Unis aujourd'hui, c'est pas rare de trouver en Oregon, en Californie, des fermes qui travaillent avec les mêmes principes que chez nous, c'est-à-dire qui font des vrais veaux de lait, qui sont mis à faire des vrais légumes, qui ont des bons goûts. Vous avez des petits pois qui ont les mêmes goûts que ceux qu'on a dans nos jardins chez nous. Et je crois que ça reste pour moi le meilleur garde-fou et le point de repère et le point d'ancrage de l'industrialisation. Après, c'est aux industriels de trouver, avec ces principes de base très authentiques, la manière peut-être d'amplifier cette production, mais en ne s'éloignant pas des principes de base. Il y a l'exemple des pommes aussi, notamment. L'exemple des pommes, je ne vais pas vous faire le rap. Bon, je suis d'une génération où, dans les années 60, j'étais un gamin qui entendait que les volailles avaient le goût de poisson, que le rôti de veau qu'on mettait au four, on le retirait avec un volume 2 fois moins important.
qu'on trouvait, la seule variété de pommes qu'on trouvait sur les marchés, c'était l'insipide golden. Moi, je trouve, et on nous prédisait en plus que en l'an 2000, on ne mangerait que des pilules. Bon, je pense qu'on s'est beaucoup trompé. Moi, je me balade beaucoup sur les marchés. Je m'aperçois qu'il y a plusieurs variétés de pommes, qu'elles sont bonnes, les anciennes et les nouvelles. La Calville. La Calville, qui est certainement la plus ancienne variété, qui est une excellente pomme, et la Tentation, je crois qu'elle a été mise au point par Delbar. Bon, elle a un vrai goût, qu'on ne dise pas qu'aujourd'hui on n'a pas de produits qui ont du goût. Les boulangers font du bon pain. Je crois que tout ça s'est amélioré. Il y a eu un moment, je pense qu'il y a eu une période très difficile, il y a une quarantaine d'années, où la mauvaise industrie a failli s'implanter. Heureusement, les consommateurs ont dit non, ils n'achetaient plus de volailles, ils n'achetaient plus de veaux, ils ne mangeaient plus de pommes. Alors on s'est dit, bon, il faut peut-être faire des choses que les gens achètent et consomment, et on est revenu à une qualité. Et j'ai un peu l'impression que la qualité artisanale perdure et que l'industrie fait de plus en plus attention, non seulement aux qualités sanitaires, mais aux qualités organoleptiques des produits. Donc je reste plutôt optimiste. Claude Fischler, justement, les spécialistes prévoient un peu ce que sera notre alimentation en 2050. Est-ce que vous avez une idée à quelle sauce on sera mangé? Vous pensez qu'on sera cannibale en 2050? À vous de me le dire. Qui savoir parler des pilules? Ouais. Ou alors écoutez, moi, dans les devoirs de prospective, je commence toujours par me mettre sous le patronage, je crois, de Winston Churchill. Enfin, je crois que c'est lui, on me prête corrige. La prédiction est un art difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir. Et donc, vous pouvez essayer, la façon classique, c'est d'identifier les tendances actuelles et de les prolonger dans l'avenir. Donc ça, c'est le truc de base. Malheureusement, il peut toujours se passer des tas de choses. Il se passe toujours des tas de choses. Alors, si on prolonge les tendances actuelles, il y a des tendances de masse globales, l'industrialisation, les pesticides, les goûts mondialisés, etc. Ça, tout le monde a peur de ça. Et d'un autre côté, il y a des choses, dont celle dont parle Guy, il y a des retours ou des recherches vers des produits sophistiqués, de bonne qualité, etc. L'INRA produit aussi, si je ne me trompe, des variétés de fraises qui ont certaines qualités organoleptiques. Et donc, on voit bien qu'il se développe un certain nombre de tendances vers des petites productions ou des productions qui sont vraiment marquées par le goût, l'identité, etc. Donc, on peut arriver à produire, à faire des bons produits. On voit aussi qu'il se développe des tentatives, des expérimentations sur les réseaux, les filières courtes, ou peut-être la remise en cause même de l'idée de filière, après tout. Des écosystèmes beaucoup plus diversifiés et localisés, qu'on revienne un peu sur le mécanisme planétaire d'écosystèmes spécialisés avec d'immenses territoires, etc. Pour l'instant, on a les deux tendances qui coexistent. Alors, est-ce qu'elles vont continuer à coexister? Est-ce qu'il va y avoir... Alors, Guy pense que oui. Bien sûr, le problème, c'est est-ce que ça sera à deux vitesses, question économique, parce que... Non, mais bien sûr, parce que les consommateurs vont le demander. On n'est pas prêt à acheter n'importe quoi sur le marché ou même au supermarché. Je crois qu'aujourd'hui, il suffit et on est le pays justement des produits. Il suffit de faire tous les marchés en France pour se rendre compte que les beaux produits existent. Justement... Je peux juste ajouter quelque chose derrière. Moi, je trouve qu'il est quand même très, très optimiste, parce qu'une petite nuance quand même de réalisme. Bon, l'industrie, elle fait beaucoup de progrès, elle fait beaucoup d'efforts, et elle se désole beaucoup parce que les consommateurs ne lui sont pas reconnaissants. Quand même. Mais il faut, d'un autre côté, si j'écoute les consommateurs, enfin les mangeurs, moi je dis les mangeurs, parce que je pense que l'alimentation, c'est pas un produit de consommation comme un autre. C'est différent. C'est d'une nature différente. Et si j'écoute ce que nous disent nos contemporains, ce que nous disons tous, on sait plus ce qu'on mange. Donc, justement, c'est ça la grande question. Bria Savarin nous disait « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on sait ce qu'on mange? Je sais ce que disent nos contemporains, c'est on ne sait plus ce qu'on mange. Alors la question c'est, c'est une vieille histoire, pourquoi est-ce que c'est tellement important de savoir ce qu'on mange? Parce qu'on est ce qu'on mange, etc. Donc si on ne sait pas ce qu'on mange, on ne sait pas ce qu'on est, qui on est, etc. C'est vraiment, ça a l'air d'être de la... Vous pouvez nous parler des ovnis peut-être?
par exemple. Oui. Je peux vous parler de la boîte noire, c'est-à-dire que tous nos aliments aujourd'hui sortent d'une boîte noire. On ne sait pas où ils ont été produits, comment ils ont été produits, qui les a touchés, qui les a transformés, qu'est-ce qu'on a injecté, qu'est-ce qu'on a mélangé, etc. Et donc, si on ne sait pas d'où ça vient, ce que l'industrie doit commencer à comprendre, et là c'est peut-être... Il y a toute une partie de l'industrie qui commence à le comprendre, d'ailleurs, parce que ce n'est pas possible de faire autrement, c'est que qu'est-ce qu'elle fait l'industrie? Elle nous donne des produits de plus en plus transformés, de plus en plus processés, comme on dit en jargon franglais. Hein, et tout ça pour faire de la valeur ajoutée, parce qu'évidemment, il faut faire de la marge, c'est la logique du système économique. Et ces produits de plus en plus transformés, ils sont de plus en plus boîte noire, y compris même quand on fait des promesses de nutrition, de santé, des allégations, vous allez vivre 120 ans, vous aurez des oméga 3, toutes sortes de choses comme ça. Et quand on écoute les contemporains, les consommateurs, les mangeurs, qu'est-ce qu'on entend? On n'entend pas qu'ils veulent plus de process, plus de transformation, ils en veulent moins. Et c'est le sens du mot qui est à la bouche de tout le monde aujourd'hui, qui est naturel. Alors les scientifiques, évidemment, ricanent, mes amis scientifiques, en disant naturel, qu'est-ce qui est naturel? Les poisons, il y a des tas de poisons naturels aussi, etc. C'est vrai, évidemment. Mais si vous essayez de comprendre ce que c'est que naturel, ça veut dire essentiellement des produits qu'on puisse identifier, qu'on puisse se réapproprier en somme. Et notre problème aujourd'hui de mangeurs contemporains, c'est de pouvoir nous réapproprier nos produits. Il y a toutes sortes de tentatives, plus ou moins d'ailleurs rationnelles, pour se les réapproprier. Alors il y a des gens qui adoptent des sectarismes alimentaires ou des choses comme ça. Et il y a des gens qui réclament simplement un peu plus d'étiquetage. Mais bon, même avec l'étiquetage, quand vous avez des quelque chose sur des paragraphes entiers, vous êtes bien avancé. Ça ne peut peut-être pas augmenter la confiance autant qu'on le voudrait. Donc je pense que la question clé maintenant, c'est que l'industrie, pour faire face à la demande, doit trouver des moyens, c'est paradoxal, mais de faire moins de transformation et des produits plus transparents, dans lesquels nous nous reconnaissions plus, que nous puissions nous réapproprier de façon plus immédiate. Justement, Christian Rémézy, est-ce que l'offre pervertit le consommateur? Oui, on a souvent dit que l'industrie répondait aux besoins du consommateur. Alors là, c'est vraiment un mensonger. L'industrie, c'est l'offre des supermarchés en particulier qui conditionne les achats des consommateurs. Et on voit bien que le paradoxe d'un supermarché, c'est que selon son niveau socio-économique, socio-culturel, on fait de bonnes courses ou des courses un peu minables. Donc, ce n'est pas impunément que quelqu'un de non averti rentre dans un supermarché, parce qu'il y a une offre tellement délirante de produits qu'on remplit le caddie et à la fin, on n'a pas réellement conscience que les achats ne correspondent pas aux besoins humains. Justement, donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous qui êtes nutritionniste, si vous aviez un conseil à donner aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans son caddie pour bien manger? Il faudrait mettre dans son caddie, effectivement, les produits dont on a besoin, à la fois pour nous et aussi avec une nouvelle conscience écologique pour la planète. Mais bon, d'abord, on va dire que le consommateur va penser à faire un repas équilibré, et pour cela, il faut qu'il mette des produits, par exemple, les produits céréaliers, les féculents qui ont été tant décriés. Ça passe par l'alimentation néo-végétarienne que vous préconisez? Voilà. Bon, alors, si vous voulez que je vous en parle, donc, on a réellement, jusqu'ici, fait des clivages entre des végétariens un peu illuminés et puis des carnivores, des monsieur tout le monde, des mangeurs conventionnels. Et il faut dépasser ces clivages et il faut comprendre que nous sommes, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous sommes des végétariens sans le savoir. C'est-à-dire que l'essentiel de notre alimentation, sur le plan calorique, a une origine végétale. Même les plus carnivores d'entre nous ne consomment qu'environ le tiers de calories d'origine animale. Et donc, la solution, on va la développer certainement, si vous voulez, la solution, c'est effectivement de dépasser tous ces clivages et se rendre compte qu'il faut avoir une utilisation raisonnée et raisonnable de produits animaux. Donc c'est la seule solution pour nourrir 9 milliards d'humains à l'échelon 2050. Ça dégage des surfaces agricoles considérables, puisque, par exemple, en France, 80% de surfaces agricoles sont consacrées
aux productions animales. Ça permet de développer des élevages avec des conditions d'élevage bien meilleures. Et surtout, ensuite, autant être réellement végétarien, ça peut poser problème sur le plan nutritionnel, mais fixer, c'est-à-dire réduire de 30% à 20 et 15% en l'espace de 20-30 ans nos apports de calories d'origine animale, là on fait d'une pierre plusieurs coups, on résout des problèmes de santé publique, des problèmes écologiques et des problèmes de sécurité alimentaire. Donc, je comprends très bien le discours de Claude Flicher, c'est-à-dire que les hommes réagissent de façon surprenante, mais si on veut faire réellement une prospective, savoir où va l'humanité de demain, on va vers un comportement de néo-végétarien. Voilà. Guy Savoie, justement, alors vous allez appliquer les conseils de Christian Rémisy sur vos cartes? Vous allez passer à l'alimentation néo-végétarienne? Non, je comprends. Non, mais je crois que moi j'ai appris à l'école que l'homme était omnivore, qu'il fallait donc qu'il mange. Je ne le contredis pas. Oui, non, mais je sais. Donc il fallait qu'il mange tout. Mais je crois que moi, en tant que cuisinier, j'intègre un autre paramètre dans l'alimentation. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile lorsqu'on habite en France d'intégrer ce paramètre. C'est le paramètre plaisir. Et je crois que c'est vrai que de temps en temps. Une belle côte de bœuf fait partie du plaisir. Personne n'a le monopole du plaisir. Je sais, non mais je comprends, mais je sais qu'aujourd'hui on a un peu trop tendance à oublier ce paramètre plaisir que moi je ne dois jamais dissocier de mon métier. Je crois que c'est la finalité de cette fameuse transformation. Moi je suis le dernier maillon d'une chaîne, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir toute cette chaîne des artisans de la terre et de la mer qui nous apportent des produits exceptionnels. Et moi, l'objet de mon métier, c'est de le transformer en plaisir, voire en joie. Donc, c'est vrai que mais on ne peut pas enlever ça non plus. Le Chinois qui passe son dollar, qui préfère passer son dollar supplémentaire en crevettes, plutôt en crevettes qu'en riz. Moi, je suis désolé, ça veut dire qu'il intègre déjà la notion de plaisir dans l'alimentation, et je crois que c'est important. Marion Guillou, vous aviez quelque chose à dire? Oui, il me semble qu'on a trop opposé industriel et aliments naturels, ce que Claude appelait aliments naturels. De fait, quand on a à nouveau des jus de fruits dans le rayon frais, qui quand même ressemblent beaucoup plus à des jus de fruits qu'il y a quelques années, quand on a des procédés de microfiltration qui permettent de garder le goût du lait, le lait microfiltré, alors c'est pas que je fasse des publicités pour les chercheurs qui ont obtenu ça, mais quand on a la flash pasteurisation du vin qui permet d'éliminer les substances que les gens ne voulaient pas, ce sont des manières de retrouver les arômes tels qu'ils étaient, tout en conservant les produits. N'oublions pas qu'un produit naturel, en général, il se dégrade. Donc, il y a aussi beaucoup de procédés qui sont là, soit pour vous redonner la composition que les personnes souhaitaient, soit peut-être aussi parce que les gens cherchent de la commodité. Et s'il y a eu industrialisation, c'était aussi souvent pour apporter un produit plus commode à l'emploi pour des personnes qui avaient un peu moins de temps pour préparer l'alimentation. Mais il est vrai que, ce faisant, l'aliment s'est éloigné du consommateur. Et je rejoins totalement Claude Fischler quand il dit qu'un des problèmes aujourd'hui, c'est de retrouver la confiance. Et pour retrouver la confiance, il faut retrouver du lien. Or, quand on est loin du producteur géographiquement, quand on ne prépare plus son aliment techniquement, quand on ne sait plus comment il a été fait, c'est vrai que c'est difficile d'avoir de la confiance. Donc retrouver du lien, ça peut être l'identification de l'agriculteur, ce qu'on a appelé l'image de l'agriculteur, la traçabilité. Ça peut être de retrouver des actes de préparation de l'aliment, au moins partiels si on n'a pas beaucoup de temps. Ça peut être d'avoir des procédés qui permettent de retrouver les arômes de fraîcheur de l'alimentation, parce que la technologie n'est pas toujours l'ennemi de la nature. Je vous donne un exemple dans un domaine totalement différent. C'est à Toulouse que ça a été fait, ça tombe bien. De fait, il y a des plantes qui savent absorber l'azote de l'air. Ce qu'on appelle les légumineuses, vous savez qu'il y a de l'azote partout dans l'air, et il y en a qui savent fixer l'azote de l'air. Et pour les autres plantes, il faut apporter l'azote à travers des engrais. Et donc, il y a un laboratoire ici qui a trouvé comment favoriser l'absorption de l'azote, comment stimuler cette absorption de l'azote par les racines de la plante,
en stimulant des facteurs biologiques de la plante. Et bien, c'est une manière de diminuer l'apport d'engrais en absorbant l'azote de l'air, en gardant des rendements tout à fait satisfaisants. Donc la technologie, je pourrais vous donner des dizaines d'exemples, n'est pas toujours l'ennemi de ce que vous avez appelé naturalité, c'est-à-dire du produit de qualité authentique que les gens ont envie de trouver. Je voulais éviter cette dichotomie. Il y a hier qui était bon avec des procédés anciens, et aujourd'hui, on peut aussi retrouver des produits de très bonne qualité et en passant par des procédés assez sophistiqués. Voilà, c'était l'intervention que je voulais... Est-ce que demain, le consommateur devra être maître de ses choix ? Oui, je pense que tout à l'heure, Nathalie Kosciusko-Morizet parlait d'innovation technologique et d'innovation dans les manières de faire. Il est certain que si on veut justement retrouver cette confiance dans l'alimentation, on a tout intérêt à favoriser. Quand je dis on, c'est tous les intervenants dans la chaîne ont tout intérêt à ce que soit refavorisé ce lien, donc cette confiance retrouvée dans un produit, par des pratiques différentes. Alors, est-ce que c'est les circuits courts? Est-ce que c'est l'identification du producteur qui a fait le lait que vous achetez? Est-ce que c'est, vous voyez, des manières, à la rigueur moderne, parce qu'il faudra mettre des puces pour assurer la traçabilité, mais que les gens sachent d'où ça vient, qu'il y ait à nouveau un lien créé entre le produit et ce qu'ils mangent, pour savoir, comme le disait Claude Fischler, ce qu'ils sont, parce qu'ils sauront ce qu'ils mangent. Donc, c'est un changement de pratique. Les circuits courts en font partie. Pourquoi est-ce qu'il y a cette aspiration aux circuits courts, même si en général, c'est très marginal pour l'instant, mais il y a une vraie aspiration aux circuits courts. C'est pour savoir ce qu'on achète, d'où ça vient, qui l'a fait, comment. En fait, c'est qu'est-ce que je mange. Guy Savoie, justement. Mais tout ça existe chez nous déjà sur les marchés, ne serait-ce que... bien sûr, il y a les caddies, mais il y a aussi prendre son panier et aller faire le marché. Je crois que de nombreuses maîtresses de maison le font, en tout cas dans notre pays, et puis dans bien d'autres. Et je crois on a une relation directe avec le producteur. Et donc, il faut regarder les choses en face quand même. Les marchés reculent. Le petit commerce d'alimentation, il a énormément reculé en 30 ans. Je n'ai pas l'impression que les marchés reculent. À Bourgoin-Jallieu, ma ville d'origine, il y a toujours un grand marché le jeudi, un grand marché le samedi, et il y a toujours autant de monde sur le marché. Donc... Dans les grandes villes, on est obligé de prendre des mesures de soutien pour les marchés, parce que on est l'un des pays développés où il y a la plus grande proportion de femmes qui travaillent à l'extérieur. Et depuis qu'elles travaillent à l'extérieur, elles font quand même le boulot de faire à manger tous les soirs. Donc elles ont moins de temps pour le faire. Donc elles n'ont pas le temps de faire le marché, parce que le marché c'est le matin. Et on peut faire le marché le week-end, etc. Donc il y a ces problèmes, ces pressions existent. Absolument. Alors on peut faire des mesures de soutien, mais il ne faut pas non plus tout... J'ai vu qu'en région parisienne, maintenant, des marchés s'organisaient aux abords des gares pour que justement les fameuses maîtresses de maison qui travaillent puissent, avant de prendre leur train pour rentrer à la maison, puissent faire le marché. Et il n'y a là sur ces marchés que des producteurs locaux. Oui, bon, et puis aux États-Unis, il y a de plus en plus de farmers market. De marchés dits de fermiers dans toutes les villes des États-Unis maintenant. Absolument. Au cœur de New York, il y a un marché. Et alors je vais ajouter mon truc, il y a des hommes qui font le marché aussi quelquefois. Absolument. La preuve, Guy Savoie le fait tous les jours. Ça c'est le dimanche. Non, ça c'est le dimanche. Les hommes, les hommes qui font le marché, c'est le dimanche. Enfin, l'INSEE nous montre que la répartition des avant tâches le match de rugby. Changé, hein. Il faut admettre que d'après les études de l'INSEE, la répartition des tâches ménagères n'a pas beaucoup changé avec le travail féminin. Au début du sujet, là, je crois. Au début du sujet, je crois. On va replacer la balle au centre. Marion Guilloux, justement, on le voit, l'alimentation provoque aujourd'hui 30% des gaz à effet de serre, la viande 18%. Vous avez mis quelque chose en place à l'INRA, notamment avec une table expérimentale. Oui, alors d'abord c'est bien qu'on parle d'alimentation parce que ce matin j'avais été frappée, on parlait de vie, on parlait de tas de choses, mais on ne parlait pas du tout ni d'agriculture ni d'alimentation. Or c'est quand même une des conditions de la vie, donc effectivement je pense que c'est important, y compris quand on parle d'innovation, qu'on parle d'alimentation. Alors oui, l'agriculture en général c'est 30% des gaz à effet de serre, mais pourquoi ? Parce que vous comptez aussi la déforestation, c'est-à-dire les zones du monde où malheureusement on détruit des forêts pour mettre de l'agriculture à la place. Mais disons que de toute façon, l'agriculture est une des sources d'émissions de gaz à effet de serre, en même temps que ça peut être
une manière de capter ces gaz à effet de serre. Dans une prairie, vous captez des gaz à effet de serre. Dans une forêt, vous captez du gaz à effet de serre. Donc le problème est plutôt de savoir, dans les endroits où ça émet, et notamment l'élevage, comment faire pour émettre moins. Alors les ruminants, je ne vais pas vous faire de petites leçons de rumen, mais disons que les ruminants savent faire quelque chose que nous, on ne sait pas faire. Ils dégradent de l'herbe. Et il faut se souvenir, quand on parle de viande et d'alimentation carnée dans le monde, qu'il y a 1 milliard de paysans qui vivent de l'élevage, parce qu'il y a beaucoup de zones dans lesquelles il n'y a que de l'herbe maigrichonne qui pousse, et il n'y a que les animaux qui savent la transformer. On ne pourrait pas faire de culture. Donc il faut se souvenir que dans le modèle mondial, de toute façon, le passage par l'animal est obligatoire du point de vue capacité à dégrader la lignocellulose, qui n'est pas très digeste pour l'humain. Et quand ils dégradent ces produits, de fait, dans le rumen, ils émettent du méthane. Et donc, une des questions qu'on s'est posées, une des questions de recherche dans un laboratoire, c'est à Clermont-Ferrand, pas loin de ce que Christian Rémézy connaît bien, c'est quel type d'alimentation, est-ce que, par des types de vaches différentes, donc par de la génétique, est-ce que, par une alimentation différente, on peut diminuer l'activité de ces bactéries méthanogènes et donc diminuer l'émission de méthane. Eh bien oui, par exemple, en ajoutant 6% de graisse venant de graines de lin, on diminue de 30% l'émission, parce que c'est par la bouche, l'émission de méthane par les animaux, par les ruminants, par les vaches. Donc oui, il y a des moyens, soit par la génétique, soit par l'alimentation, soit par les systèmes d'élevage, parce que bien sûr, les vaches donc dégagent beaucoup de méthane, mais une prairie, ça capte des gaz à effet de serre. Et il y a eu un gros programme européen fait récemment. Le couple vache-prairie est neutre du point de vue gaz à effet de serre. C'est-à-dire, selon le type de production de l'animal, vous avez ou non une émission nette de gaz à effet de serre. Donc c'est important de savoir qu'on peut changer les modes d'alimentation, on peut changer la génétique et on peut changer les systèmes d'élevage, puisqu'un système à l'herbe est neutre du point de vue gaz à effet de serre. Christian Rémézy. Oui, je ne crois pas trop à cette voie de réduction du méthane par du lin, parce que le lin est une graine qui va coûter à produire, de même que de donner des céréales aux ruminants, ce n'est pas tout à fait recevable. Bien, refaisons un peu le cycle de la vie. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons fixé à grand renfort d'énergie de l'azote de l'air pour inonder les sols avec des nitrates. De cette façon, on a augmenté la production de céréales et de fourrages qui a servi à nourrir des animaux. Et dans cette affaire-là, on a produit beaucoup de protoxyde d'azote, qui est un gaz extrêmement puissant à effet de serre. Donc, la solution, mais la plus évidente, c'est de revenir à un cycle plus naturel, c'est-à-dire de réduire assez drastiquement les engrais azotés pour ne pas mettre dans le circuit ce protoxyde d'azote. Et la seule façon, in fine, pour ne pas utiliser autant d'azote, c'est de produire moins de viande, de lait, d'œufs, ainsi de suite. Parce que pour ces productions végétales, on a besoin, pour faire ces protéines animales, on a besoin d'aller chercher l'azote dans l'air. Donc on voit bien qu'on peut faire d'une pierre deux coups, réduire nos consommations de produits animaux et réduire d'une façon globale l'utilisation des engrais azotés. C'est ça la voie la plus sûre. Oui, la difficulté, Christian, c'est que, comment dire, on va pas dire aux populations chinoises ou indiennes, écoutez, nous, on s'est mis à manger de la viande, on boit du lait, etc., mais vous, écoutez, ça, non. Donc, en fait, je suis tout à fait d'accord pour qu'on revienne à des systèmes plus équilibrés, mais de toute façon, il va falloir produire plus de produits agricoles, il va falloir être capable de leur produire de manière plus durable, mais il va bien falloir être capable de leur produire le lait, la viande dont ils auront besoin, dont ils auront envie. Donc, d'où l'idée de concevoir des systèmes de production qui, globalement, soient plus équilibrés. Ça ne servira à rien de leur dire, vous n'avez pas le droit s'ils ont le pouvoir d'achat de le faire, comme le disait Claude Pichter, dans l'histoire de l'humanité, chaque fois que les gens ont eu un plus grand pouvoir d'achat, d'abord, ils ont mangé assez, première étape, c'est-à-dire manger à leur faim. Deuxième étape, diversifier leur alimentation. Troisième étape, aller demander des produits d'origine animale.
Donc il y a toute chance que tous ces pays qui connaissent le développement économique suivent la même voie que nous, chacun avec leur voie culturelle, hein, avec plus de poissons, avec plus de lait, avec plus de viande, chacun sa voie culturelle. Mais il faut absolument qu'on trouve des moyens de produire de manière durable ces biens dont l'humanité va avoir besoin. Mariam, il faut arrêter de demander aux gens d'isoler leur maison et de consommer moins de pétrole et puis continuer à laisser utiliser toujours les mêmes quantités d'engrais azotés, alors qu'on peut très bien faire une bonne agronomie. Je ne dis pas en supprimant complètement, comme le fait l'agriculture biologique, je dis simplement en faisant une production intégrée où on réduise, mais très sensiblement, nos engrais azotés. Bon, ou bien on parle sérieusement d'écologie et de durabilité, ou bien on n'en parle pas. Donc c'est très important de fixer le cap. Et de même que les populations occidentales ne doivent pas faire la morale aux Chinois, mais c'est dans la mesure où nous-mêmes, on aura su réduire sensiblement notre consommation de produits animaux que des pays émergents pourront dire, écoutez, chez eux, ils ont fait un effort, on comprend très bien qu'on ne va pas se mettre à gaspiller des céréales chez nous. Puisque finalement, dans tous les pays, enfin dans des pays très développés, on fait un effort pour ne pas les gaspiller. Donc je crois qu'effectivement, il faudra qu'à un moment donné, les courbes se rejoignent, c'est-à-dire qu'on ait des niveaux de consommation de produits animaux qui soient relativement recevables un peu dans tous les pays du monde. Voilà. C'est la même chose que pour l'énergie. Claude Fischler. Oui, enfin, là-dedans, dans votre modèle, là, Christian, le mangeur, il suit, il y a un raisonnement mondial comme ça, et puis on va manger ce qu'il y a. Je ne suis pas sûr que ça soit totalement réaliste. Alors d'abord, je pense que les grands chiffres, les grandes statistiques planétaires, il faut quand même nuancer, parce qu'entre l'élevage du type, je ne sais pas moi, les salaires dans le Cantal... Nous le savons, et tout ça. les... Pardon ? Nous le savons. Bon, on est d'accord. Alors, parce que les feedlots du Midwest américain, là où on les nourrit, les animaux, avec au Brésil. du maïs ou Les au ébus. Brésil, etc. Mais on est capable de faire cette nuance. Bon, alors si on est capable de faire cette nuance, on est d'accord, mais à ce moment-là, on admet qu'il y a une forme d'élevage qui est Oui, bien sûr, mais ça... écologiquement satisfaisante, etc. D'autre part, on ne peut pas non plus mettre sur le dos de la production de produits animaux la pénurie de terres agricoles, parce qu'il y a quand même le phénomène de l'urbanisation. Il y a le fait qu'on a chaque année une surface gigantesque. 80% des terres agricoles destinées aux productions animales en France. Ouais, c'est quand même pas un chiffre... ridicule, hein, 80%. Oui, mais il faudrait peut-être regarder un peu dans le détail. Bon, mais d'après ce que vous avez dit, ces terres ne peuvent pas faire autre chose que de l'élevage parce qu'elles fournissent Nous le savons aussi. Oui, alors oui. Qu'est-ce qu'il faut faire alors... Il faut diminuer, par exemple, les élevages industriels. Ceux qui, à quoi sert de manger 2 fois de la viande par jour pour 70 millions de Français à venir et avec des élevages industriels. Adoptons, consommons moins de produits animaux et adoptons des conditions d'élevage plus normales, plus raisonnables, plus écologiques. C'est ça. Alors, je ne demande pas l'impossible. Je ne veux pas. Je suis fils de paysan. Je souhaite que des petits agriculteurs, des petits éleveurs continuent à vivre dans le Massif central ou ailleurs. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Marion Guilloux. Oui, je crois qu'on peut se rejoindre sur le fait que économiser les intrants, je donnais l'exemple de la fixation d'azote par les cultures, si on arrivait à fixer plus l'azote, si on arrive à avoir des modes de production intégrés, une agriculture, ce qu'on appelle, disons, les agricultures productives écologiques, on est d'accord sur cet objectif. Mais ce dont je voulais faire état, c'est que la demande de produits animaux, elle continuera à augmenter dans le monde parce que ces pays qui sont en croissance économique, ils vont faire comme nos pays ont fait quand ils ont commencé à avoir les moyens de manger à leur faim, c'est-à-dire qu'ils vont élargir leur demande agricole. Donc, d'où l'utilité de concevoir des modes d'élevage plus économes, moins émetteurs de méthane, d'où l'utilité d'avoir des modes d'élevage plus écologiques, si vous voulez, productifs et écologiques à la fois, parce qu'on n'échappera pas à l'augmentation de la demande. Voilà, c'était mon seul point. Donc oui, ça me paraît utile de concevoir des systèmes d'élevage qui sont moins émetteurs de gaz à effet de serre, parce qu'on aura besoin de ces élevages. Et je crois qu'il faudrait quand même qu'on revienne à quelque chose de réel. D'abord, on a l'impression qu'on discute. Alors, quand c'est des nutritionnistes, on discute que de nutriments, de lipides, de glucides, de protéines, de micronutriments, de vitamines, de calories, etc. Quand c'est des agronomes, on ne parle que d'intrants, de pesticides, d'émissions, de machins, etc.
Quand c'est des économistes, on ne parle que de consommateurs rationnels et d'utilité, de maximisation de l'utilité, etc. Heureusement qu'il y a des cuisiniers pour parler de plaisir. Heureusement qu'il y a des cuisiniers pour parler de plaisir. Et j'allais dire, il y a quand même une chose qu'il faut rappeler, c'est qu'on ne mange pas ni des protéines, ni des choses comme ça. On mange d'une certaine manière, et cette certaine manière, c'est qu'on mange collectivement et socialement. C'est un truc, finalement, dont j'entends jamais parler. Alors, l'un des problèmes qu'on n'a pas abordé, et ça, je ne sais pas très bien ce qu'il faut faire, mais je crois qu'il faut surtout soulever le problème, c'est que notre mode d'alimentation, sous la pression de tas de phénomènes, donc peut-être le côté nutrition, médicalisation, etc., constante du discours, a tendance à s'individualiser complètement. C'est-à-dire que dans l'espèce humaine, en gros, on mange en groupe. On mange ensemble. On peut séparer, les hiérarchiser, tout ce qu'on veut, mais on mange ensemble. Et ce qui est l'une des choses les plus frappantes aujourd'hui, et je pense que ça, il faut y réfléchir, c'est qu'on mange, d'abord on mange de plus en plus souvent seul, en dehors d'horaires ou d'occasions sociales et collectives. Ça rend probablement plus difficile le fait de se réguler parce qu'on nous appelle sans arrêt à nous réguler. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on devient des mangeurs individuels qui sommes censés prendre des décisions rationnelles sur tout ce qu'on fait pénétrer dans notre corps, sur le plan nutritionnel, alors pas trop de lipides de saturés, etc. Il faut devenir vraiment des experts pour se nourrir aujourd'hui, lire les étiquettes, etc. Et maintenant, on nous colle en plus la responsabilité de l'équilibre écologique de la planète. Je veux dire qu'il faut quand même raisonner un petit peu et se dire finalement, par exemple, je prends la France, c'est pas pour faire du chauvinisme culinaire ou alimentaire. Enfin, en présence de Guy Savoy, on peut faire un peu de chauvinisme. Mais il y a une caractéristique qui est quand même spécifiquement française, qui est positive, c'est que pour l'instant, en dépit, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, il y a un problème comme partout dans les pays développés, mais on a plutôt moins de problèmes que les autres sur le plan de l'obésité, sur le plan des maladies qui sont associées à l'obésité, etc. Ça augmente, il y a une poussée régulière, mais je veux dire, on n'a jamais regardé de très près, on peut regarder de très près, ce qui expliquait que nous soyons, par exemple, 3 fois ou 4 fois moins frappés par l'obésité que les Américains, ou que même nos voisins britanniques. Alors, il doit bien y avoir quelque chose de positif dans notre système alimentaire que nous devrions analyser en détail. Alors peut-être qu'il y a les marchés, peut-être qu'il y a un type de production agricole, mais peut-être aussi qu'il y a une tradition culturelle de ce qu'on appelle aujourd'hui la convivialité, qui est quelque chose de très important. Guy Savoy, est-ce que l'inscription Mon cher Claude, il y a tout simplement une cuisine en France, enfin, ou plusieurs cuisines, qui fait que je crois que... Est-ce que l'inscription, Guy Savoy, du repas gastronomique à la française à l'UNESCO participe aussi à ça? Oui, non, mais je crois que c'est simplement la reconnaissance d'une typicité bien française encore. On est encore peut-être le seul pays où il est... où le fait de passer à table, c'est quelque chose, c'est en famille, c'est un acte social, c'est en famille, c'est entre amis, c'est pour faire des affaires, pourquoi pas. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que souvent on dit qu'on est influencé par les États-Unis, qui va 2 ou 3 fois par an aux États-Unis. J'ai plutôt l'impression que maintenant, c'est nous qui influençons les États-Unis parce qu'on voit des convives américains qui traînent au déjeuner, alors que ce n'était pas concevable il y a quelques années, qui prennent le temps de faire des courses dans des lieux où il y a des bons produits. Et je crois qu'il faut qu'on arrête d'avoir ce complexe. Je pense je pense qu'on sert un peu plus d'exemple qu'on imagine. Et je crois que c'est ça que l'UNESCO a voulu... remarquer parce que c'est remarquable. Marion Guilloux, un des enjeux, ça sera aussi de bien vieillir, de peut-être mourir plus tard, essayons-le. Est-ce que vous pouvez nous parler de la découverte que vous avez faite avec le tube digestif à l'INRA? Oui, alors d'abord, les comportements alimentaires, c'est un élément essentiel. C'est-à-dire le fait... l'obésité est un problème mondial, et le fait que l'obésité gagne moins vite chez nous, c'est aussi parce qu'il y a des comportements alimentaires, individuels et collectifs, qui sont des facteurs qui ralentissent ce phénomène d'obésité. Donc effectivement, c'est important de comprendre pourquoi on a des comportements alimentaires, pourquoi ces préférences alimentaires, et pourquoi malheureusement dans les populations défavorisées, l'obésité augmente plus vite. C'est la déstructuration des repas, le fait qu'il y ait moins de modèles alimentaires, le fait que les calories grasses et sucres soient pas très chers. Enfin, il y a un tas d'explications, mais c'est important de comprendre pour ensuite, à l'école, partout où on le peut, donner la possibilité de faire autre chose. Et puis, il y a effectivement
un champ de recherche qui est absolument extraordinaire. Alors je montre ça, oui, c'est dans le tube digestif. C'est-à-dire que chacun, on a 1 à 2 kilos de microbes dans notre tube digestif qui sont en fait ce qui va faire l'interface entre l'aliment et notre corps. C'est-à-dire quand on va manger quelque chose, la première chose qui va se passer, c'est que, il y a des sucs, etc., et puis ça arrive dans le tube digestif et ça interagit avec ces microbes. Et ce qu'ont découvert les équipes qui travaillent sur ces microbes, on n'avait jamais pu travailler là-dessus, puisque ce sont des microbes qu'on ne peut pas cultiver. Et pour ceux d'entre vous qui sont microbiologistes, ils savent que les microbes qu'on étudie, on les cultive. Et donc à ce moment-là, on peut les identifier. Et ceux-là, on ne pouvait pas les cultiver. Donc on y a accès maintenant, on a accès au génome de ces paquets de microbes, de ces milliards de microbes qu'on a tous. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'est rendu compte, enfin les chercheurs compétents se sont rendus compte qu'il y avait des types de milieux microbiens. C'est-à-dire qu'on avait chacun des milliards de microbes, mais on avait des grands types. Alors un peu comme on a un type sanguin, on a un type de microbiote intestinal. Et on a trouvé qu'un certain type de microbiote était corrélé. Pour l'instant, c'est corrélé parce que ce n'est pas encore bien expliqué dans le détail. Par exemple, une capacité à l'obésité, un nombre d'obèses plus fort. Donc, ou des problèmes de sensibilité à tel ou tel problème de maladie digestive. Donc, aussi bien pour la personne en bonne santé, puisque l'INRA travaille surtout sur la personne en bonne santé, après on collabore avec des médecins pour les malades, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe dans ce milieu microbien digestif, comment un yaourt, par exemple, qui a des ferments vivants, interagit positivement avec ce milieu digestif. Comment une bactérie pathogène sera ou non attaquée par ce tube digestif et donc sera ou non détruite, et donc peut-être qu'on n'aura pas le problème de maladie liée à cette bactérie. Donc on a un nouveau champ de recherche extraordinaire qui est en train d'être exploré, ce qu'on appelle le métagénome intestinal, donc le génome collectif de ces milliards de bactéries, puisqu'on ne saura pas les étudier une par une. Et c'est vraisemblablement un champ d'innovation superbe, parce qu'on va pouvoir prédiagnostiquer au fond, on n'est pas en train de faire la médecine individualisée dont on parlait ce matin, mais on est quand même en train de se dire qu'on va pouvoir avoir des cibles de groupes de gens avec des recommandations alimentaires potentiellement différentes. Donc c'est... Pour monsieur, madame, enfin pour nous tous, ce n'est pas indispensable, mais pour tous les gens qui sont dans des conditions défavorables ou dans des conditions de fragilité, c'est extrêmement précieux de savoir comment une alimentation peut être plus favorable au bon état de santé. Justement, Christian Rémézy, je vais rebondir là-dessus. Oui. Effectivement, si on parle d'équilibre microbien, de microbiote intestinal, c'est là qu'on se rendra compte que pour avoir le meilleur équilibre microbien possible dans l'intestin, il faut ce comportement de néo-végétarien. Alors justement, Christian Rémézy, pour vivre mieux et plus longtemps, il faut passer par quelle alimentation? L'alimentation crétoise, le régime crétois? Oui, alors pourquoi on est sûr que cette alimentation est tout à fait sûre? Vous avez compris que c'est sûr sur le plan écologique et sur le plan de l'efficacité agronomique. On sait également que tous les modèles d'alimentation qui sont basés sur une diversité de produits végétaux, à l'instar justement du régime crétois ou certains régimes asiatiques, tous ces modèles-là sont tout à fait convenables sur le plan de la prévention des pathologies. Alors on peut se poser la question, pourquoi ces régimes si riches en produits végétaux sont si efficaces pour la prévention des pathologies? Alors d'abord parce que ça permet de satisfaire les apports de glucides. Dans ces régimes-là, il n'y a pas trop de sucre purifié, il n'y a pas trop de mauvaises graisses, les acides gras essentiels sont relativement équilibrés, et puis surtout, l'alimentation est très riche en micronutriments protecteurs, parce qu'il faut savoir que les aliments n'amènent pas que de l'énergie, ils amènent aussi une soupe biochimique très complexe, parmi lesquelles on trouve des antioxydants, des substances qui vont protéger du cancer de l'estomac. Donc, on a réellement besoin de garder la complexité des aliments. Et si bien qu'il va falloir apprendre à faire des nourritures très goûteuses, à développer une nouvelle gastronomie,
mais justement en réduisant la part des produits animaux, en réduisant les produits alimentaires dégradés par les procédés industriels et en utilisant au maximum de produits naturels bien transformés. Et là, on est sûr qu'on est bon sur tous les tableaux. Et donc, c'est quand même une bonne nouvelle de savoir qu'on a un avenir alimentaire, qu'on peut entrer dans une ère alimentaire très positive où on a résolu l'essentiel des problèmes. Voilà. Oui, là je vous rejoins complètement parce qu'on s'aperçoit bien en cuisine que les choses ont évolué. Je crois qu'on utilise juste ce qu'il faut en matière grasse. On essaye surtout, nous c'est une règle d'or, qu'elle ne brûle jamais. On a toujours des contenants, c'est-à-dire que la poêle est toujours proportionnelle au volume qu'on a à cuire pour que le jus ne brûle pas autour. Enfin, on a en cuisine des principes de base qui rejoignent complètement ce que vous dites. Aujourd'hui, on a, je dirais, spontanément, naturellement, on adopte des principes qui vont dans ce sens. Et aujourd'hui, on a, de manière naturelle, hein, je crois que vous voyez bien le renouveau des légumes dans la cuisine, que ce soit en garniture d'un plat, en accompagnement ou en ingrédient principal du plat. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience. Je crois que il y a une époque aussi dans les années 70, il y a cet avènement de ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine, qui n'avait pas que du mauvais, parce que d'un seul coup, on est rentré dans un respect extrême du produit. Je crois que c'est l'évolution en cuisine est là. Je crois qu'avant c'était les sauces qui étaient l'identité des plats. Aujourd'hui, c'est vraiment le produit principal qui est l'identité du plat. Claude Fischler, est-ce qu'il faut passer par ce genre de discours? Si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, vous aurez des problèmes de santé. Alors écoutez, ça fait depuis, je sais pas, moi j'ai toujours entendu ça. Vous creusez votre fourchette, votre tombe avec votre fourchette ou avec vos dents. Il y a plusieurs versions, donc il faut faire attention, etc. Et c'est ça qui est difficile aussi, c'est que on nous rend de plus en plus responsables individuellement de tout ce qu'on porte à notre bouche. C'est quand, finalement, est-ce qu'on est vraiment armé pour faire ça? C'est-à-dire, ceux qui le font, alors, vous voyez, ça reviendrait à dire, je veux dire, quand on nous dit qu'il faut augmenter la part des acides gras saturés, polyinsaturés de préférence ou insaturés en général, il faut augmenter les fruits et légumes. Alors moi, je me vois arriver à mon supermarché avec un ordinateur d'une main, et puis je regarde les produits de l'autre et je dis voilà, ça représente tant % des apports journaliers conseillés, etc. Enfin, je veux dire, personne n'a jamais mangé comme ça. On ne connaît pas une société, une civilisation dans l'histoire de l'humanité où on ait réalisé ça. Vous me direz, on n'a pas non plus d'autres sociétés dans l'histoire de l'humanité où on soit arrivé à un tel stade d'abondance, etc., grande distribution. Mais il y a une sorte d'impossibilité, il y a une sorte d'utopie incroyable d'un consommateur omnipotent, éclairé, etc., qui serait un individu seul et qui choisirait de façon maniaque, précise et hyper rationnelle tout ce qu'il va acheter, consommer et cuisiner. Alors, ça ne marche pas comme ça. Vous vouliez me parler de l'orthorexie, oui, parce que voilà, on parle de ça. Il y a un médecin américain qui a inventé un terme, c'est l'orthorexie, de ortho correct et rexie, le fait de manger. Donc, c'est des gens qui sont, d'après lui, obsédés, et il y en a de plus en plus, dit-il, obsédés par le désir de manger correctement, selon des règles. Par exemple, on pourrait avoir des orthorexiques remésiens, qui adopterait le régime semi-végétarien remésien. Le régime remésien, remarque, il y a peut-être un néo-végétarien. Néo-végétarien. Ah, c'est néo-végétarien. Moi, j'avais atténué un peu, je disais semi-végétarien, mais même pas. Néo-végétarien. Bon, moi, je ne sais pas, mais cette affaire d'orthorexie, alors c'est pas une maladie, c'est pas reconnu par la profession, par la faculté, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre chez certains, l'idée qu'on va pouvoir, c'est pas une idée nouvelle, d'ailleurs ça existait dans les religions, etc., qu'on va participer à la pureté, acquérir des chances de salut plus grandes pour soi dans l'autre monde ou dans ce monde pour l'humanité, etc., vis-à-vis de son comportement alimentaire. Et alors je crois que le problème de fond, c'est parce qu'il y a quand même un truc, c'est que l'alimentation, si on n'en a pas parlé ce matin, je pense que ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'on continue à penser quelque part, ce que tout l'Occident, peut-être toute l'humanité a pensé depuis
des siècles et des siècles, à savoir que la fonction alimentaire, c'est une fonction basse. C'est-à-dire que si vous voulez aller vers la sainteté, si vous voulez vous élever, il faut manger moins ou idéalement ne pas manger. C'est-à-dire que le jeûne, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, ça élève. On est censé, et les fonctions là sont basses et celles-là sont hautes et nobles, etc. Et donc, oui, il faut passer par l'alimentation, mais... Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'alimentation, au contraire, c'est probablement la fonction primordiale. On dit que c'est la fonction biologique première et essentielle. Alors, donc, on est obligé, c'est une contrainte, etc. Mais en même temps, c'est ce qui nous ramène un peu à l'animalité. Et moi, j'ai l'impression qu'à force de travailler sur les habitudes alimentaires, sur la culture alimentaire, etc., on se rend compte aussi que c'est la fonction sociale première, que l'homme est l'homme parce qu'il mange et qu'il a inventé des façons de manger, de coopérer, de partager. Et que c'est une fonction sociale et que c'est probablement, à ce sens-là, une fonction très élevée. Le débat est presque sur la fin, si j'ose dire, puisqu'on parle d'alimentation. Guy Savoy, j'aimerais que vous terminiez le débat. Est-ce que, si vous aviez un mot à dire pour que les gens... Est-ce que vous auriez une recette miracle pour que les gens restent en forme longtemps? Alors, je ne sais pas si je suis habilité, mais bon, je crois que c'est tout simplement, je vais répéter ce que j'ai dit tout le long du débat, prendre son panier, aller faire le marché, avoir un vrai contact avec son fournisseur, être sûr de ce qu'il vous donne, et puis après, mettre un peu d'amour pour le préparer, et puis après, prendre beaucoup de plaisir pour le déguster. Voilà, je crois que c'est... Et puis essayer de le faire le plus souvent possible. Pourquoi pas commencer au petit déjeuner demain matin, après poursuivre par le déjeuner, et pourquoi pas, comme je faisais à l'école, moi, me prendre une bonne pomme à la récré, parce que c'était une ponctuation plaisir au milieu de la matinée, le goûter l'après-midi, et puis un bon dîner le soir entre amis, voilà. C'est l'orthorexie à la Savoie. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette table ronde. Elle s'achève et la prochaine est prévue à 16h30. Merci beaucoup à tous. Merci, à 16h30. Et ça sera le sujet pour la prochaine table ronde. Nutrition. Non. Non. Restez un peu pour la prochaine table ronde. Vivre bien et longtemps.